Chapitre 12. Le premier combat de Peter. Tandis que le nain et la sorcière blanche parlaient ainsi, les castors et les enfants, à des kilomètres de là, continuaient à marcher au milieu de ce qui leur paraissait un rêve délicieux. Il y a longtemps qu'ils avaient abandonné leur manteau derrière eux. Et à présent, ils avaient même cessé de se dire les uns aux autres « Regardez, voici un martin pêcheur! Oh, pas possible, des jacinthes! Quel est ce parfum exquis? Écoutez cette grive! » Ils marchaient en silence et s'imprégnaient de tout ce qui les entourait. Ils traversaient des parties chaudement ensoleillées, pénétraient sous le couvert de frais halliers reverdis pour sortir à nouveau dans de larges clairières parsemées de mousse, où des ormes immenses élançaient très haut leurs voûtes feuillues. Ils se frayaient ensuite un chemin dans les épais buissons de groseilliers en fleurs, et parmi les haies d'aubépines, dont le parfum suave et sucré était presque trop capiteux. Ils avaient été aussi surpris qu'Edmund en voyant que l'hiver disparaissait et qu'en l'espace de quelques heures, le bois tout entier passait du mois de janvier au mois de mai. Contrairement à la sorcière, il n'était pas certain que ce phénomène se produirait lorsque Aslan reviendrait à Narnia. Mais ils savaient tous que c'étaient les sorts jetés par la sorcière qui avaient causé cet hiver interminable. Par conséquent, ils surent tous, dès que commença ce printemps magique, que quelque chose s'était détérioré, et gravement détérioré, dans ses machinations. Et, comme le dégel durait déjà depuis un certain temps, ils comprirent que la sorcière ne pourrait plus utiliser son traîneau. À partir de ce moment, ils se hâtèrent moins, et se permirent des haltes plus nombreuses et plus longues. Car, c'est bien naturel, ils étaient passablement fatigués maintenant, mais ce n'était pas ce que j'appellerais une fatigue amère. Ils s'étaient simplement alanguis et se sentaient rêveurs et silencieux, comme c'est souvent le cas à la fin d'une longue journée en plein air. Susan avait une petite ampoule au talon. Ils avaient cessé de longer la grande rivière depuis quelque temps, car il faut tourner un peu à droite, c'est-à-dire un peu plus vers le sud, pour atteindre l'emplacement de la table de pierre. Même si leur itinéraire n'avait pas nécessité ce changement de direction, ils n'auraient pas pu rester près du lit de la rivière, une fois le dégel amorcé, car, avec la fonte des neiges, elle fut bientôt en crue, transformée en un magnifique torrent jaune qui grondait comme le tonnerre, et leur sentier aurait été submergé. Le soleil à présent baissait, la lumière s'empourprait, et les ombres s'allongeaient, les fleurs commençaient à se fermer. « Nous ne sommes plus très loin, désormais, » annonça M. Castor. Et il les fit grimper, par une sente couverte de mousse épaisse et élastique, ce qui était très agréable pour leurs pieds fatigués, vers un lieu où ne poussaient que des arbres immenses et très espacés. L'escalade, survenant à la fin d'une longue journée, les fit tous halter et souffler. Au moment où Lucy se demandait si elle pourrait vraiment arriver en haut sans faire une nouvelle et longue halte, pour se reposer, ils se retrouvèrent soudain au sommet. Et voici ce qu'ils virent. Ils étaient sur un plateau herbu et dégagé, d'où l'on pouvait observer la forêt qui s'étendait à perte de vue, dans toutes les directions, sauf en face de soi. Là, loin à l'est, il y avait quelque chose qui scintillait et qui remuait. « Regarde !» murmura Peter à l'oreille de Susan. « La mer !» Juste au milieu du plateau se trouvait la table de pierre. C'était une immense dalle sinistre de pierre grise, posée sur 4 pierres verticales. Elle avait l'air très vieille et elle était couverte d'inscriptions, lignes et dessins étranges, qui pouvaient être les lettres d'une langue inconnue. On éprouvait un sentiment bizarre à les regarder. Les enfants aperçurent ensuite un pavillon dressé sur l'un des côtés du plateau. Un magnifique pavillon, surtout en ce moment où il était embrasé par la lumière du soleil couchant.
avec de belles tentures jaunes qui semblaient être en soie, des cordes pourpres et des piquets d'ivoire. Fixée à une rampe très haut au-dessus du pavillon, une bannière armoriée portant un lion rampant écarlate flottait au gré de la brise qui venait de la mer et soufflait sur leur visage. Tandis qu'ils regardaient la bannière, ils entendirent, sur leur droite, un air de musique. Se tournant alors dans cette direction, ils virent ce qu'ils étaient venus voir. Aslan se trouvait au centre d'une foule de créatures qui s'étaient groupées autour de lui en formant un croissant de lune. Il y avait des femmes et des arbres, des femmes des arbres et des femmes des sources, des dryades et des naïades, comme on les appelle dans notre monde, qui portaient des instruments à cordes. C'est elles qui avaient joué de la musique. Il y avait 4 énormes centaures. Par leur partie cheval, ils ressemblaient aux puissants chevaux de ferme anglais, et par leur partie homme, à de sévères mais beaux géants. Il y avait aussi une licorne et un taureau avec une tête d'homme, un pélican, un aigle et un immense chien. Et à côté d'Aslan se tenaient 2 léopards, l'un portant sa couronne et l'autre son étendard. Pour en revenir à Aslan, les castors et les enfants ne surent ni quoi faire ni quoi dire lorsqu'ils le virent. Les personnes qui n'ont jamais été à Narnia ne pensent pas qu'une chose puisse être bonne et terrible à la fois. Si les enfants avaient jamais eu une pareille pensée, ils en furent guéris à l'instant. Car lorsqu'ils essayèrent de regarder le visage d'Aslan, ils ne firent qu'entrevoir l'éclat de sa crinière d'or et ses grands yeux majestueux, solennels et accablants. Puis, ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient plus le regarder et qu'ils tremblèrent. « Avancez !» chuta M. Castor. « Non, murmura Peter, vous le premier. »« Pas du tout, les fils d'Adam avant les animaux !» répondit-il en chuchotant. « Susan, à toi !» souffla Peter. « Les dames d'abord !»« Oh non, tu es l'aîné !» rétorqua Susan. Bien entendu, plus ils hésitaient, plus ils se sentaient mal à l'aise. Finalement, Peter comprit que c'était à lui d'agir. Il tira son épée, la leva pour le salut et soufflant rapidement aux autres. « Venez, remettez-vous !» Il s'avança vers le lion et dit « Nous sommes venus, Aslan. »« Bienvenue à toi, Peter, fils d'Adam, » dit Aslan. « Bienvenue à vous, Susan et Lucy, fille d'Ève. Bienvenue, monsieur et madame Castor. » Sa voix était profonde et riche, et d'une manière inexplicable, elle fit disparaître leur nervosité. Ils se sentaient maintenant heureux et calmes, et cela ne leur semblait plus du tout embarrassant de rester là, debout, sans rien dire. Mais où est le 4e? Il a essayé de les trahir et a rejoint la sorcière blanche, ô Aslan, répondit M. Castor. Et alors, quelque chose poussa Peter à ajouter. C'était en partie de ma faute, Aslan. J'étais en colère contre lui, et je pense que cela l'a incité à faire fausse route. Et Aslan ne dit rien, ni pour excuser Peter, ni pour le blâmer, mais il continua à le fixer de ses grands yeux impassibles. Il leur sembla à tous qu'il n'y avait, effectivement, rien à dire. « S'il vous plaît, Aslan, » reprit Lucy, « peut-on faire quelque chose pour sauver Edmund? »« Tout sera mis en œuvre, » répondit-il, « mais cela risque d'être plus difficile que vous ne le pensez. » Puis il resta à nouveau silencieux quelques instants. Jusqu'à ce moment, Lucy avait pensé que son visage avait quelque chose, un air extrêmement majestueux, puissant et pacifique. À présent, ce qui la frappa, c'est qu'il avait également l'air triste. Le lion secoua sa crinière, et frappant ses pattes l'une contre l'autre, elle serait terrifiante, pensa Lucy, si elle ne savait pas faire pattes de velours. Il déclara: « À présent, préparons le festin. Mesdames, menez ces filles d'Ève dans le pavillon, et occupez-vous d'elles. » Lorsque les filles furent parties, Aslan posa sa patte
et bien qu'elle fût de velours, elle était néanmoins très lourde, sur l'épaule de Peter. Et il lui dit « Viens, fils d'Adam, je vais te montrer de loin le château où tu dois être roi. » Et Peter, qui tenait toujours son épée nue à la main, accompagna le lion à l'extrémité est du plateau. Là, un magnifique spectacle s'offrit à leurs yeux. Le soleil se couchait derrière leur dos, ce qui signifiait que tout le paysage à leurs pieds baignait dans la lumière du soir. La forêt, les vallées, et, s'éloignant en ondulant comme un serpent d'argent, la grande rivière dans son cours inférieur. Au-delà, à des kilomètres, il y avait la mer, et au-delà de la mer, le ciel constellé de nuages qui se coloraient en rose par la réflexion des rayons du soleil couchant. Juste à l'endroit où la terre de Narnia rencontrait la mer, plus précisément à l'embouchure de la grande rivière, il y avait, sur une petite colline, quelque chose qui étincelait. Qui étincelait parce que c'était un château, et que, naturellement, la lumière du soleil était renvoyée par toutes les fenêtres qui regardaient vers Peter et le soleil couchant. Mais Peter trouvait que ce château ressemblait à une immense étoile posée sur le rivage de la mer. « Ô homme, dit Aslan, voici Cair Paravel aux 4 trônes, et sur l'un d'eux, tu dois siéger en tant que roi. Je te le montre, parce que tu es l'aîné, que tu seras le grand roi qui régnera sur tous les autres. » À nouveau, Peter demeura silencieux. À cet instant, un bruit étrange brisa le silence. Cela rappelait le son d'un clairon, mais en plus riche. « Peter, c'est la trompe de ta sœur, » dit Aslan à voix basse, si basse qu'elle n'était plus qu'un ronronnement, si l'on peut se permettre d'imaginer un lion ronronnant. Durant quelques instants, Peter ne comprit pas ce qui se passait. Mais lorsqu'il vit toutes les autres créatures se jeter en avant, et qu'il entendit Aslan clamer en agitant sa patte « Revenez! Il faut que le prince fasse ses preuves. » Il comprit enfin, et s'élança aussi vite qu'il le put vers le pavillon. Là, il vit un horrible spectacle. Les naïades et les dryades fuyaient dans toutes les directions. Lucy courait vers lui aussi rapidement que le lui permettaient ses petites jambes, et son visage était aussi blanc que du papier. Puis il vit Susan foncer vers un arbre et y grimper, poursuivi par une énorme bête grise. Tout d'abord, Peter pensa que c'était un ours. Puis il vit que cela ressemblait à un chien-loup, mais c'était beaucoup trop gros pour être un chien. Alors il se rendit compte que c'était un loup. Un loup debout sur ses pattes de derrière, avec ses pattes de devant accrochées au tronc de l'arbre. Un loup qui grondait et qui cherchait à mordre. Tous les poils de son dos étaient hérissés. Susan n'avait pas pu grimper plus haut que la seconde grosse branche. L'une de ses jambes pendait, et son pied n'était plus qu'à quelques centimètres des dents qui claquaient, prêtes à le dévorer. Peter se demanda pourquoi Susan n'allait pas plus haut. Du moins, pourquoi elle ne s'agrippait pas mieux. C'est alors qu'il vit qu'elle était sur le point de s'évanouir. Il sut que si elle s'évanouissait, elle tomberait. Peter ne se sentait guère de courage. Il avait même plutôt l'impression qu'il allait être malade. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait à faire. Il se rua sur le monstre et lui assena un coup d'épée dans le flanc. Mais ce coup ne toucha même pas le loup. Rapide comme l'éclair, celui-ci avait fait volte-face, ses yeux lançant des flammes et sa gueule démesurément ouverte par un hurlement de colère. Si le loup n'avait pas été saisi d'une colère si violente qu'elle le fit hurler, il aurait immédiatement saisi Peter à la gorge. Tel que les choses se passèrent, mais tout se déroula trop vite pour que le garçon puisse réfléchir, Peter eut juste le temps de baisser la tête et de plonger son épée, aussi fort qu'il le put, entre les pattes avant de la brute, à l'endroit du cœur. Suivit un moment d'horrible confusion, comme dans un cauchemar. Peter tirait, tant qu'il le pouvait. Le loup ne semblait ni vivant ni mort. Ses dents, mises à nu, cognaient contre le front de Peter, et tout n'était que sang, sueur et poils. Quelques minutes après, il s'aperçut que le monstre était étendu à terre, raide mort, que lui-même avait retiré son épée de la blessure, et qu'il était en train de se redresser et d'essuyer les gouttes de transpiration qui couraient
qui coulait sur son front et dans ses yeux. Il se sentit exténué. Puis, après un petit moment, Susan descendit de l'arbre. Peter avait l'impression de chanceler sur ses jambes et d'être tout tremblant lorsqu'elle le rejoignit. Et je dois l'avouer, il y eut beaucoup de baisers échangés et de larmes versées de part et d'autre. Mais, à Narnia, personne ne vous blâme pour de telles effusions. « Vite, vite !» cria la voix d'Aslan. « Centaure, aigle ! Je vois un autre loup dans les fourrés, là, derrière vous. Il vient juste de s'y élancer. Suivez-le, tous! Il va rejoindre sa maîtresse. Voici notre chance de trouver la sorcière et de sauver le 4e fils d'Adam. » Immédiatement, dans un tonnerre de coups de sabot et de battements d'ailes, une douzaine, environ, des créatures les plus rapides disparut dans l'obscurité grandissante. Peter, encore hors d'haleine, se retourna et vit Aslan à côté de lui. « Tu as oublié de nettoyer ton épée, » remarqua Aslan. C'était exact. Peter rougit lorsqu'il regarda la lame brillante et qu'il vit qu'elle était toute souillée par les poils et par le sang du loup. Il se baissa, la nettoya en l'assuyant sur l'herbe, puis la sécha contre son manteau. « Donne-la-moi et agenouille-toi, fils d'Adam, » ordonna Aslan. Quand Peter eut obéi, Aslan le frappa avec le plat de l'épée et dit « Relève-toi, Seigneur Peter, terreur des loups, et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais d'essuyer ton épée. »